Bonjour à tous et à toutes. On est un petit peu désolé pour le retard. On a 2 minutes de retard. Du coup, on va commencer de suite. Et puis les autres se connecteront entre-temps. Donc, du coup, je suis Fanny Etienne, chargée de communication et marketing chez Eurofins Hygiène Hospitalière. Donc, Eurofins Hygiène Hospitalière, c'est un réseau de laboratoires qui relève chaque jour des problématiques liées à la maîtrise du risque infectieux en relation avec l'environnement et les actes de soins. Et on propose aussi des formations en présentiel ou en e-learning dans le domaine de l'hygiène hospitalière. Donc, on vous remercie bien évidemment d'avoir accepté de participer à ce 10e webinaire donc de la série Quoi de neuf en endoscopie, qui est consacré aujourd'hui aux évolutions normatives et aux recommandations concernant les LDE et les EZ. Et cet échange a pour objectif de décrypter les évolutions et la norme ISO 15883-4 et d'en comprendre les impacts pour les services d'endoscopie ainsi que pour les fabricants de LDE, présenter les nouveaux procédés automatiques utilisés en amont des LDE et clarifier leur positionnement dans la chaîne de traitement, faire le point sur les dispositifs de stockage individuels des endoscopes et leur alignement avec les attentes normatives, puis enfin vous donner les clés concrètes pour anticiper les changements, adapter vos pratiques et sécuriser la filière de retraitement. Donc, comme d'habitude, ce webinaire est présenté par le docteur Lionel Pinault, donc directeur scientifique et innovation chez Eurofins Hygiène Hospitalière, et référent de la commission ISO et conseiller technique auprès de l'AFNOR. Donc, avant de commencer, on souhaite attirer votre attention sur le fonctionnement. Donc, le webinaire est enregistré. Vous recevrez un lien pour pouvoir accéder au replay à la fin de ce webinaire. Vos micros sont coupés pendant toute la durée et vous pouvez poser vos questions via l'outil questions qui se trouve dans le panneau de contrôle GoToWebinar sur votre droite, normalement. Je laisse maintenant la parole à Lionel Pinault et vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup Fanny pour cette introduction et pour ton aide pour la connexion. Bonjour à toutes et à tous, et une nouvelle fois bienvenue dans ce webinaire, ce 10e webinaire sur quoi de neuf en endoscopie. Un petit rituel que nous avons mis en place pour vous tenir informés des différentes évolutions qu'il pouvait y avoir dans ce domaine de l'endoscopie et plus particulièrement dans le domaine du traitement de ces endoscopes. Alors aujourd'hui, c'est une session un tout petit peu particulière puisqu'on a décidé de vous présenter un peu quelles allaient être les évolutions. On est presque dans vous prévenir sur les futures évolutions. Vous allez voir que certaines sont déjà actuelles et sont déjà en place, mais d'autres vont venir. Et donc, on voulait vous tenir au courant sur ces futures évolutions normatives et les recommandations, et surtout identifier avec vous l'impact que cela pourra avoir ou pourrait avoir sur vos pratiques au quotidien. Donc, les objectifs sont assez simples. Fanny vous les a déjà présentés, je vous les recite. Le premier, c'est bien évidemment de décrypter ces évolutions, tant au niveau de la norme 15883-4, celle sur les laveurs désinfecteurs d'endoscope, mais surtout en comprendre les impacts, soit pour les services d'endoscopie directement, mais aussi pour les fabricants de laveurs désinfecteurs d'endoscope, et bien évidemment, si ça a un impact pour les fabricants de laveurs désinfecteurs d'endoscope, ça aura un impact pour les services qui utilisent ces laveurs. On parlera un peu aussi des procédés automatiques utilisés en amont des LDE. C'est un peu le sujet d'actualité depuis quelques mois maintenant, mais c'est quand même, ça mérite qu'on s'y arrête un peu, de savoir comment positionner ces dispositifs dans notre chaîne de réglementation actuelle. On fera le point sur les dispositifs de stockage individuel des endoscopes, puisqu'il y a toujours un doute sur leur positionnement normatif et réglementaire. Et puis, on essaiera à la fin de vous donner des clés concrètes pour anticiper ces changements et puis continuer à améliorer au quotidien vos pratiques de traitement des endoscopes. Alors, en avant, c'est parti pour donc ce webinaire sur les évolutions normatives. Alors, comment commencer ou comment introduire le sujet? Alors, je sais que pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos webinaires, ce graphique ne va pas vous sembler nouveau, mais je pense qu'il est important quand même, encore une fois, de vous rappeler quelle est la qualité microbiologique des endoscopes en France. Vous avez ici les premiers résultats qui ont été publiés en 2023 sur la qualité microbiologique des endoscopes en France avec 90 000 prélèvements d'endoscopes.
Souvenez-vous, en 2021, le taux d'endoscope en France était de l'ordre de 13% d'endoscope au niveau d'action, ce qui n'était pas un résultat formidable, mais ce qui nous classait parmi les pays européens quand même plutôt en bonne position. Et puis depuis, eh bien, on a pu enrichir ces données avec de nouvelles données et on a les données 2022, 2023 et 2024. Et malheureusement, ce que l'on constate, c'est que l'on constate une réaugmentation du niveau de contamination, puisque comme vous pouvez le constater, en 2024, le nombre d'endoscopes ou le pourcentage d'endoscopes au niveau d'action, c'est-à-dire des endoscopes qui doivent être mis en quarantaine par définition, atteint 17%. Alors, définitivement, on ne peut pas se satisfaire de cette valeur, c'est vraiment une valeur trop importante et il est important que tous les intervenants du secteur s'interrogent sur leur part de responsabilité, mais surtout qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour faire baisser cette valeur. Alors la première chose qu'on a essayé de voir quand on a constaté ces valeurs, c'est est-ce qu'il y avait des endoscopes plus incriminés que d'autres. Vous avez ici les mêmes résultats en considérant les endoscopes différents. On a isolé les gastroscopes, les coloscopes, les écho-endo et les duodénaux. Alors, vous voyez qu'il y a tous une tendance sensiblement identique pour les coloscopes et les gastroscopes. On observe toujours ce petit rebond après 2021. Alors, est-ce que c'est lié à une meilleure réalisation des prélèvements, des meilleures méthodes de prélèvement ou vraiment une baisse de qualité de nos procédures d'entretien? Difficile à dire sur la base de ces valeurs, ou est-ce qu'on est simplement dans la variation liée aux différentes procédures qui pourraient être mises en place? Donc pour les gastroscopes et les coloscopes, difficile de savoir si c'est une vraie tendance, mais il faut quand même être conscient qu'on est sur un taux de contamination de l'ordre de environ 11% pour les gastroscopes et de l'ordre de 20% pour les coloscopes. Ce qui est un petit peu plus inquiétant, c'est pour les duodénoscopes et pour les écho-endoscopes, ces endoscopes que l'on connaît comme étant particulièrement difficiles à nettoyer et désinfecter. Vous le voyez par la ligne la droite en pointillé rouge. On observe très clairement une tendance à la hausse, une tendance linéaire à la hausse, montrant très clairement qu'on ne s'améliore pas sur le traitement de ces appareils et qu'il va falloir être de plus en plus rigoureux ou trouver d'autres solutions. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'une façon générale? En fait, tous les experts s'accordent à dire que le constat est là, nos endoscopes sont certes pris en charge correctement, mais la marge de sécurité qui nous est donnée par nos procédures de traitement actuelles aujourd'hui est probablement pas suffisante et qu'il va falloir améliorer ces procédures de nettoyage et désinfection. Alors, comment on va pouvoir améliorer tout ça? Alors, je vous ai remis ici une succession d'étapes que vous connaissez bien. C'est une image qui est issue du guide de bonne pratique de stérilisation de la SF2S, où vous avez les différentes étapes du traitement de l'endoscope. Je ne vais pas vous les rappeler, elles sont assez élémentaires, avec le pré-traitement, les étapes préalables à la mise en LDE, le traitement en laveur, le séchage et le stockage. Et j'ai essayé sur la droite d'identifier quelles pourraient être les clés qui nous permettent d'optimiser encore ces procédures de traitement et quelles allaient être les évolutions à venir au niveau de ces différentes étapes. Alors, la première chose que j'ai identifiée, bien évidemment, et on va en parler pendant un bon petit moment, c'est l'évolution des normes EN 15883-1, -4 et -5, qui concernent pour la -1 les laveurs désinfecteurs d'une façon générale, la -4 pour les laveurs d'endoscope et la -5 pour le nettoyage. On parlera aussi un peu de matériaux-vigilance, puisque vous verrez que la matériaux-vigilance, en tout cas en France, nous donne quelques indications sur ce qu'il est nécessaire de faire pour limiter un certain nombre de problèmes. Et on parlera, comme je vous l'ai dit en introduction, de ces unités automatiques de pré-nettoyage qui peuvent peut-être nous amener une solution supplémentaire, une marge de sécurité supplémentaire, puisqu'on sait, bon nombre d'experts s'accordent à dire que cette phase de nettoyage est essentielle dans la prise en charge de nos endoscopes. Je vous dirai quelques mots évidemment sur la norme ISO 25224, qui est la future norme sur les prélèvements d'endoscopes, puisque c'est aussi cette méthode de prélèvement des endoscopes qui construit nos indicateurs qualité
en ce qui concerne le suivi de nos pratiques, donc on en dira quelques mots. Et puis enfin, je vous dirai quelques mots sur les enceintes de stockage, et que ce soit les enceintes de stockage qui dépendent de l'EN 16442 ou les enceintes de stockage individuelles. Voilà, donc commençons tout d'abord par ces normes EN ISO 15883-1, 2, 3, 4 et 5. Alors, juste un petit récapitulatif, mais très rapidement, il faut savoir que ce travail a commencé dès les années 90, puisqu'en 95, c'était le début du travail au niveau européen sur la proposition de l'Angleterre de travailler sur une norme sur les laveurs désinfecteurs d'endoscope, avec au départ 5 parties. Une, la tirée 1, la 15883-1, qui concerne tous les laveurs. Elle permet ou elle renferme toutes les exigences qui sont applicables à l'ensemble des laveurs. Puis vous avez la tirée 2 sur les laveurs désinfecteurs d'instruments, la tirée 3 sur les lave-bassins et la tirée 4 sur les laveurs désinfecteurs d'endoscope. La tirée 5 est un peu à part, c'est une norme qui parle des méthodes d'évaluation du nettoyage. Alors comme vous le voyez, ces normes ont été revues très récemment, puisque si on considère que les laveurs désinfecteurs d'endoscope, aujourd'hui, notre sujet, en ce qui concerne les laveurs désinfecteurs d'endoscope, il faut s'intéresser à 3 normes. La tirée 1, puisqu'elle est générale et qu'elle s'applique également aux laveurs désinfecteurs d'endoscope, elle a été revue en 2025. Puis la tirée 5, qui, elle, précise les méthodes pour évaluer le nettoyage, qui a été revue en 2019. Et comme vous le verrez tout à l'heure, cette tirée 4, pour le moment, qui date de 2018, mais qui est en pleine révision en ce moment, et donc pour lesquelles on va voir il y a un certain nombre d'évolutions qui sont en cours ou en phase de se mettre en place. Alors aujourd'hui, il y a d'autres parties qui ont été rajoutées à cette série de 15.8.3, de normes 15.8.8.3, mais disons que les parties essentielles qui nous intéressent aujourd'hui sont les parties 1, 4 et 5. Alors commençons par la partie 1, les parties 1 et 5. Donc, comme vous le voyez, la partie 1, comme je vous l'ai déjà dit, a été revue en 2025 et la partie 5 en 2021. Alors, qu'est-ce qui a changé dans ces normes ou qu'est-ce qui mérite d'être mis en avant? Alors, la première des choses, bien que ça peut paraître anodin, est assez importante, c'est ce que l'on considère comme une désinfection thermique. Dans la version de 2006, la précédente version de la 15.8.3-1, on considérait comme une désinfection thermique un plateau de température, c'est-à-dire qu'on fixait une température et un temps, et on disait, voilà, il fallait respecter cette température et ce temps. Dans la version de 2025, c'est un petit peu plus complexe, où on accepte en fait qu'il y ait plusieurs plateaux et plusieurs durées de maintien à ce plateau. Vous avez ce graphe qui vous le résume assez bien. Vous voyez que pour cette phase de désinfection thermique, on a un premier plateau qui se situe à T1, puis un deuxième plateau à T2. Et si on va dans l'absolu, on peut considérer qu'il y a une infinité de plateaux de température. Et donc, on ne parle plus de plateau ou de couple durée-température, ni de plateau, mais on parle de profil de température. Et c'est quelque chose qu'il faut intégrer, puisque dans vos laveurs, certains vont, par laveurs désinfecteurs d'endoscope, certains vont maintenir une solution désinfectante à un profil de température donné qui peut, par exemple, commencer à 55, monter jusqu'à 70, pas 70, c'est pas bon pour les endoscopes, mais on va dire partir de 50 jusqu'à 55 et redescendre par la suite. Et on tiendra compte de ces phases d'augmentation ou de montée en température qui, jusqu'à présent, étaient exclues des calculs. Donc ça, c'est une modification assez importante. Personne ne l'a souligné pour le moment, mais il est judicieux de bien en tenir compte, puisqu'on pourrait du coup mal interpréter les résultats de thermométrie qui pourraient être faits sur les machines. Deuxième modification que j'ai souhaité vous mettre en avant sont les produits chimiques. Alors, il y a un élément important où dans l'esprit de la plupart des utilisateurs, les produits qui sont utilisés dans les laveurs sont des produits figés, on ne peut pas les changer et on est obligé d'utiliser les produits que l'on nous propose, que le fabricant du laveur nous propose. Alors la 15.8.8.3-1 nous dit une chose un petit peu différente. Enfin, elle ouvre la porte en nous disant que les produits chimiques du procédé doivent être validés par les essais de type, bien évidemment, et que si des produits chimiques du procédé autres que ceux soumis aux essais de type sont utilisés, c'est-à-dire que si quelqu'un d'autre prévoit ou propose d'autres produits,
À ce moment-là, c'est possible, il suffira simplement de reproduire les essais de type. Donc très clairement, la 15883-1 est en train d'ouvrir la porte en nous disant, si vous voulez valider d'autres produits dans votre laveur, vous pouvez valider, mais il va falloir en fait globalement refaire tous les essais de validation. Et ça a été, donc on peut du coup répondre à une question. Si on a un fabricant de laveur A qui a obtenu le marquage CE avec des produits A, si j'ai un autre fabricant avec d'autres produits, les produits B, est-ce qu'il va pouvoir en effet remplacer les produits de la machine A par ces produits? La réponse, aujourd'hui, elle nous est fournie à la fois par la 15883-1, mais aussi par un document qui a été rédigé par l'AFSAPS il y a quelques temps, qui nous dit très clairement, en effet, que l'on peut remplacer les produits de la machine A par les produits de la machine A par les produits B, sous réserve, bien évidemment, d'avoir fait l'ensemble ou d'avoir répété l'ensemble des validations montrant en fait que cette machine atteint le même niveau d'efficacité avec les nouveaux produits. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important en termes de validation des automates. Le nettoyage. Alors le nettoyage, il y a aussi une évolution majeure qui est peut-être un peu moins visible pour l'utilisateur, mais pour ceux qui connaissent le domaine jusqu'à présent, enfin en tout cas dans la version 15883 de 2006, l'Europe, enfin même plus que l'Europe n'était pas arrivée à trouver un consensus, et puis les experts au niveau ISO non plus. Personne n'avait réussi à obtenir un consensus sur les critères qu'il fallait respecter pour considérer un nettoyage comme acceptable. Il y avait eu beaucoup de bagarres ou de batailles de chapelle où chacun souhaitait imposer sa souillure, et il y avait une norme qui avait été publiée qui rassemblait l'ensemble des méthodes utilisables pour valider le nettoyage sans qu'il y ait vraiment d'équivalence entre ces différentes méthodes. Depuis, les experts ont beaucoup travaillé sur l'évaluation de ce nettoyage et on a abouti à un nouveau texte où, en effet, on fait référence maintenant à plutôt à des critères d'évaluation plutôt qu'à une méthode. C'est-à-dire qu'au lieu d'imposer une méthode qui consisterait à tester la machine avec du sang de mouton ou de la farine ou peu importe, on nous dit maintenant utiliser une souillure qui est validée et montrer qu'à la fin de la procédure de nettoyage, vous atteignez les seuils de protéines et de carbohydrates ou carbone organique total qui sont considérés comme satisfaisants. Donc, cette nouvelle version de la 15883-1 de la version de 2025 intègre bien cette notion de modification de la -5. Et comme vous le voyez, pour le nettoyage, elle impose deux types d'essais. Les essais de type, avec la nouvelle version de la 15883-5, et, notez-le, elle renforce aussi l'importance des essais de qualification des performances, avec cette fois-ci non pas une souillure artificielle, mais plutôt des instruments souillés par l'utilisation clinique. Alors, c'est justement ces standards minimaux acceptables pour le nettoyage qui sont une nouveauté. Vous le savez, on commence un peu à en parler, mais maintenant, on a des seuils très précis pour évaluer le nettoyage, avec pour les protéines des seuils de 3 microgrammes par centimètre carré pour le seuil d'alerte et 6,4 microgrammes par centimètre carré pour le niveau d'action. Ce qui veut dire en fait que vous avez ici les teneurs maximales acceptables sur un dispositif médical pour considérer qu'il a bien été nettoyé. Alors, ce n'est pas encore rentré tout à fait dans la pratique d'aller vérifier en routine si votre laveur désinfecteur était capable d'atteindre ses efficacités. Alors, ça l'est en ST, puisqu'en ST, on fait assez fréquemment des tests de nettoyage sur les laveurs désinfecteurs d'instruments, mais pas encore sur les laveurs désinfecteurs d'endoscope, si ce n'est pendant les essais de qualification des performances, où là, on va vérifier en effet que la machine est capable de nettoyer les endoscopes en vérifiant que la charge protéique est bien inférieure à ce niveau d'action à minima. Alors, il y a d'autres, on utilise les protéines, mais sachez que la norme fixe bien évidemment ce qu'on appelle des analytes, c'est-à-dire d'autres composés que l'on peut suivre pour valider le nettoyage. Il y a notamment quelque chose qui est très utilisé, qui est le carbone organique total, que vous rencontrerez si vous avez l'occasion de lire quelques publications sur la validation du nettoyage. Les autres sont un petit peu plus discutés et moins utilisés, surtout l'ATP,
ATP qui est très, très discuté, puisque ça ne fonctionne vraiment que dans quelques cas très précis. Et les endotoxines aussi, qui sont, à mon avis, un piètre indicateur de la qualité du nettoyage. Donc voilà ce qu'il en est pour le nettoyage. C'est un élément donc à prendre en compte maintenant dans le choix de vos laveurs désinfecteurs. Demandez bien justement les essais qui ont été faits par le fabricant pour démontrer l'efficacité du nettoyage. Alors, qu'en est-il en ce qui concerne la 15883-4 ? Alors, je vous l'ai dit, la 15883-4, la dernière version date de 2018, et on a un groupe qui est en train de travailler sur la future norme 15883-4. Alors, elle n'est pas encore publiée, il y a eu plusieurs réunions, on est encore dans une phase, ce qu'on appelle la phase CD, Committee Draft. Alors, juste pour votre gouverne, sachez que quand on décide de réviser une norme, il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord le lancement de la révision avec la rédaction d'un projet préliminaire. Et puis après, il y a ce qu'on appelle la phase, la CD, la phase CD, c'est pour Committee Draft. C'est plutôt une phase où on reste à l'intérieur du groupe de travail d'experts, où là, le draft de la future norme va circuler, va être modifié au fur et à mesure des réunions, avant qu'il ne soit libéré d'une façon beaucoup plus générale d'autres experts, ce qu'on appelle l'étape F10, et in fine pour la publication. Donc aujourd'hui, on en est à cette phase CD, c'est-à-dire le committee draft, et on en est au deuxième tour d'observation, c'est-à-dire que le document a circulé déjà 2 fois pour commentaires, et la prochaine réunion du groupe de travail devrait avoir lieu cet été pour finaliser l'analyse des commentaires et passer à la phase F10. Donc, on estime probablement la publication de cette norme pour 2027. Alors, les évolutions majeures de cette 15883-4, ce qui est actuellement acté pour le futur projet. Alors, je vous l'ai mis d'une façon peut-être un petit peu complexe à suivre, mais je vous ai mis en fait le texte qui existait en barré, c'est ce qui a été enlevé, et en gras orange, ce qui a été ajouté. Alors, les évolutions pour l'instant concernent principalement, je dirais, la façon dont on va tester ces laveurs, et notamment l'évaluation du cycle complet, puisque comme vous le savez, on doit faire un certain nombre de tests pour montrer que la machine fonctionne. Jusqu'à présent, on faisait référence à une annexe B avec l'ajout d'une souillure, et une souillure qui faisait partie de cette fameuse liste de souillures pas très équivalentes. Aujourd'hui, il a été décidé de recréer une annexe toute neuve qui s'appelle l'annexe J, qui va intégrer les méthodes d'évaluation, en fait, qui sont nécessaires pour les endoscopes. Donc, cette annexe a été créée, une annexe qui montre très précisément comment on doit tester le cycle complet d'un laveur désinfecteur et comment on doit démontrer l'efficacité du cycle complet. Donc, c'est une vraie évolution en termes de visibilité, en termes de clarté en ce qui concerne l'évaluation de ces laveurs. Il en est de même pour l'évaluation du cycle d'autodésinfection, puisque dans l'ancienne version de la norme, il était précisé qu'il fallait tester l'efficacité du cycle d'autodésinfection vis-à-vis des biofilms bactériens en faisant référence à un texte qui n'existe plus, donc la version la 15883-5 2005 et notamment l'annexe F, puisque ce texte a été revu, l'annexe F n'existait plus. Donc en fait, on n'avait plus de méthode qui nous permettait de reproduire ce biofilm. Donc là encore, il a été décidé de recréer une annexe qu'on appelle l'annexe A, l'annexe K, pardon, qui décrit les différents tests que l'on va faire sur biofilm. Alors, il y a principalement 2 tests qui sont faits sur les biofilms. Celui dont je vous parle à l'instant, le test d'autodésinfection. Mais il y a aussi un test d'efficacité de la phase de nettoyage, puisque dans la norme, le fabricant du laveur doit démontrer que sa phase de nettoyage est capable d'éliminer les biofilms bactériens. Donc, cette nouvelle annexe, l'annexe K, est une annexe qui reprécise très clairement comment on doit faire les essais du cycle d'autodésinfection et comment on doit faire les essais démontrant l'efficacité de la phase de nettoyage en utilisant ces fameux biofilms bactériens. Et je vous ai indiqué ici
la clause qui concerne justement ces tests d'efficacité du nettoyage. Donc, plus de précision, plus de clarté et moins d'ambiguïté sur la nature des tests à mettre en œuvre pour démontrer l'efficacité du laveur. C'est une des évolutions principales. Il y a aussi un élément important, c'est l'évaluation. Alors, l'évaluation de la phase de séchage, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on part du principe que les laveurs désinfecteurs sont faiblement efficaces en ce qui concerne le séchage des endoscopes, qui est vrai pour la plupart d'entre eux. Certains sont un petit peu plus efficaces que d'autres. Mais surtout, ce qui nous pose un problème, c'est la méthode d'évaluation de ce séchage. Pour être tout à fait franc, on n'a pas vraiment de méthode particulièrement efficace ou particulièrement robuste nous permettant d'évaluer cette phase de séchage. Donc, on a décidé ici de créer une annexe L pour enlever du corps de la norme ce qui nous paraissait être un petit peu faible en termes de méthodologie, mais surtout pour se donner la possibilité de développer d'autres méthodes. Et le groupe de travail a fait un appel à experts justement pour tenter de trouver une méthode plus adaptée pour tester ce séchage. Donc voilà, ça c'est l'annexe L où on parlera du séchage. Et enfin, je dirais que c'est un élément important si vous deviez retenir ou lire une partie de la norme, c'est ce tableau-là qui est quand même une bonne synthèse de l'ensemble des essais qu'on doit faire sur un laveur désinfecteur d'endoscope lorsque l'on considère les normes 15883-1, 4 et 5, avec ici les différents types de tests. Donc, par exemple, dans le nettoyage, lors des essais de type, vous devez faire des tests sur biofilm, vous devez faire des tests avec d'autres souillures, on vous donne les références des clauses que vous devez faire, et puis quelques indications. Par exemple, on ne va pas parler des tests d'obstruction des canaux, mais sur le nettoyage, on vous dit que pendant les essais de type, vous devez faire des tests sur biofilm, sur au moins un dispositif de substitution sélectionné selon l'annexe H, etc. Donc, il y a une succession d'informations particulièrement intéressantes ici, qui ont été un petit peu plus détaillées dans cette nouvelle version et qui donnent des indications très précises aux fabricants sur la nature des essais à réaliser lors de la mise en place, lors de le développement d'une machine, mais aussi, vous l'avez constaté, il y a des indications précises sur les tests à mettre en œuvre lors de la qualification des performances et les tests de routine. Donc, par exemple, pour l'obstruction des canaux, ça doit être fait lors des tests de qualification des performances, des tests de nettoyage aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, alors qu'il n'y a pas de test à proprement dit sur la simple phase de désinfection, mais qu'il y a un test sur le cycle complet. Voilà, ça c'est tout un tas de précisions plus en ce qui concerne les méthodes d'évaluation. Alors les points restants à discuter, il y a un point majeur qui n'a pas encore été tranché, c'est la prise en compte du pré-traitement lors de la phase d'évaluation. Alors je m'explique. Dans la norme actuelle, il est mentionné, lorsque vous testez l'efficacité du nettoyage, la norme vous dit que si les instructions d'utilisation du laveur désinfecteur d'endoscope, avec un endoscope spécifique, nécessitent un pré-traitement, par exemple un nettoyage manuel d'un composant ou d'un canal particulier, ce pré-traitement peut être inclus dans la procédure de test. En d'autres termes, si votre fabricant de laveur vous dit qu'il faut absolument écouvillonner l'endoscope avant de le mettre dans la machine, lorsqu'on va tester le nettoyage, on va pouvoir inclure cette phase d'écouvillonnage. Et vous comprendrez qu'il est quand même plus facile d'atteindre les seuils requis quand on inclut la phase d'écouvillonnage alors que si on ne l'inclut pas. Mais tout ça contribue en fait à réduire la marge de sécurité que l'on a, parce que si on exigeait de nos laveurs qu'ils passent ce test sans la phase d'écouvillonnage, on augmenterait un peu l'efficacité de nos automates et on aurait une marge de sécurité un peu plus importante. Et alors, ce point reste un peu problématique parce que cette notion de pré-traitement, dans la norme actuelle, n'est pas très claire. On ne sait pas à quoi on fait référence. Et il y a un commentaire français qui a été émis et qui demandait que cette notion de pré-traitement soit précisée et que la clause soit modifiée en indiquant que le pré-traitement, il pouvait y avoir évidemment le nettoyage, le pré-traitement tel qu'on l'entend avec l'écouvillonnage, mais aussi ce qu'on appelle le bedside, le traitement au lit du patient. Alors, ça a fait l'objet de longues discussions, ce n'est pas encore tranché, mais je pense qu'on arrivera à être un petit peu plus précis
dans cette définition du pré-traitement, mais surtout dans la nature des essais et à réaliser pour le nettoyage. Et justement, est-ce que l'on va imposer demain aux laveurs de passer les exigences de la norme sans écouvillonnage ou sans ce pré-traitement, ou alors est-ce qu'on restera conservateur sur la situation actuelle sans vouloir aller un petit peu plus loin? C'est encore une question tout particulièrement ouverte et qui fera l'objet de nombreux débats à l'avenir. Alors, ça m'amène directement à un nouveau sujet. J'en profite de cette transition sur le nettoyage pour vous parler de quelque chose qui modifie considérablement nos pratiques aujourd'hui, qui sont les unités de pré-nettoyage sans écouvillonnage. Vous avez certainement tous vu apparaître sur le marché ces unités. Alors, j'en ai cité quelques-unes ici, et je m'excuse pour ceux que j'aurais oubliés. Il n'y a aucune connotation commerciale, c'est simplement un but purement éducatif. Donc, j'ai cité l'Aqua-Typhoon, qui est assez présent sur le marché français, et le système Coris, pour lesquels on a quelques publications. Puis, il y en a d'autres. Alors, les deux premières visent principalement le pré-nettoyage sans écouvillonnage. Sur les autres, c'est un petit peu moins clair. Est-ce qu'il faut ou pas l'écouvillonnage? Mais concentrons-nous sur l'Aqua-Typhoon et le Coris. Alors, l'Aqua-Typhoon, c'est une unité de pré-nettoyage. J'ai repris les propos du fabricant, innovante des canaux d'endoscope permettant un pré-nettoyage automatique sans écouvillonnage. Et le Coris, c'est sensiblement la même chose, mais fabriqué par une autre société, la société Nanosonic. Alors, ces unités de pré-nettoyage interviennent donc en amont du laveur désinfecteur. Et du coup, on peut se dire, si jamais le fabricant revendique la nécessité d'utiliser ces machines avant le laveur, est-ce qu'il faut que je prenne aussi, je fasse un test complet en utilisant ces unités? Et du coup, pour le coup, j'atteindrai facilement les exigences de la norme. Alors, quelles sont les données qu'on a sur ces différentes unités? Alors, sur l'Aqua-Typhoon, déjà, alors, vous avez ici une publication qu'on a publiée il y a peu de temps sur les essais qu'on a pu réaliser sur l'Aqua-Typhoon. Le contexte de ces essais, c'est ce que je vous ai dit, globalement, on n'est globalement pas encore à la hauteur en ce qui concerne le traitement des endoscopes, et on s'interrogeait sur l'intérêt que pouvaient présenter ces systèmes en amont des LDE pour augmenter notre marge de sécurité. L'objectif, c'était à la fois de tester le système, mais surtout de penser à une méthode d'évaluation, puisque ces systèmes ne sont encadrés par aucune norme, aucune réglementation aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'elles doivent atteindre comme efficacité, rien n'est défini. Ce qui est souvent le cas dans des produits novateurs. Donc, ce que l'on a proposé sur cette méthode Aqua-Typhoon, c'était de faire des tests inspirés, bien évidemment, de ce qui est demandé sur les laveurs désinfecteurs d'endoscope. On a testé des dispositifs de substitution, c'est-à-dire des faux endoscopes contaminés avec des biofilms qu'on a testés sur cette machine, mais aussi des dispositifs de substitution contaminés avec du sang. Et on a même fait des essais sur des endoscopes réels contaminés avec des souillures artificielles. On s'en est tenu vraiment à l'objectif même de ce système, c'est-à-dire l'évaluation du nettoyage. On n'a pas regardé vraiment le nombre de bactéries viables. Ce qui nous intéressait ici, c'était la capacité de la machine à nettoyer les endoscopes. Et globalement, les résultats ont été plutôt très satisfaisants puisque dans les conditions de test que je vous ai mentionnées, on a atteint les niveaux de protéines et de carbone organique total. On a atteint les exigences demandées par la norme, sauf pour une position dans un dispositif, ce qui est plutôt anecdotique. Mais en tout cas, l'appareil a montré une réduction significative des niveaux de souillure qui répondait même aux exigences d'efficacité de ce qui est demandé pour les laveurs désinfecteurs. Donc, en fait, on a très clairement montré, premièrement, qu'on pouvait utiliser les méthodes de la 15883-4 pour évaluer ces systèmes et que, du coup, ces systèmes atteignaient les niveaux d'efficacité qu'on demandait pour les laveurs. Alors, du coup, se pose un problème, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va demander à ces systèmes? Est-ce qu'on demande d'atteindre les niveaux d'efficacité requis pour le nettoyage, tel qu'un laveur? Mais à ce moment-là, si on fait une phase de lavage avant, pourquoi a-t-on besoin d'une seconde phase de lavage après? Peut-être pour augmenter la marge de sécurité. Mais en tout cas, tout ça n'est toujours pas défini et c'est quelque chose qu'il faudra très clairement préciser. En tout cas, on a très clairement montré que ces machines nous permettaient d'optimiser de façon très significative le nettoyage avant le LD. Alors, je vous parle maintenant du Coris, puisqu'il y a une autre étude qui a été publiée par Michel Alpha sur le système Coris,
où elle s'est intéressée à l'efficacité de ces systèmes sur des biofilms, aussi sur des biofilms, et des biofilms faits différemment, puisqu'elle a réalisé des biofilms par colonisation successive et fixation au glutáraldéhyde. Et elle montre très clairement, vous l'avez ici, c'est le AECC pour Automatic Endoscope Channel Cleaner, qui montre très clairement qu'en ce qui concerne les protéines, le carbone organique total, et elle a même travaillé sur les bactéries, les niveaux de contamination observés étaient bien inférieurs à ce que l'on avait pour les autres systèmes, montrant encore une fois, et c'est ce que conclut Michel Alpha, que ces systèmes sont particulièrement intéressants pour le pré-traitement des endoscopes avant passage en LDE. Et je dirais d'ailleurs, pour le CORIS, chose importante, c'est que le CORIS a même obtenu l'autorisation de la FDA en avril 2025 pour le nettoyage des canaux d'endoscope, et notamment l'écoloscope HQ190L. Donc, ça a été reconnu comme efficace par les autorités sanitaires américaines. Donc, intéressant de voir que ces différentes études montrent très clairement qu'on pourrait avoir une aide précieuse de ces systèmes. Alors, que disent nos recommandations en ce qui concerne ces unités de pré-traitement? À ce jour, il n'y a pas en France un document, soit issu de la NSM, soit de l'HAS, soit du ministère, qui soit dédié vraiment à ces systèmes automatiques de pré-nettoyage avant LDE. On n'a pas de texte qui nous dit comment faire ou comment les considérer. En revanche, vous l'avez compris, ils doivent s'intégrer dans la réglementation actuelle. On a des recommandations qui imposent ou qui structurent les étapes préalables avec ce pré-traitement au lit du patient, le nettoyage, l'écouvillonnage, l'irrigation, etc. Donc, c'est quelque chose qui doit s'intégrer dans nos procédures actuelles. Et puis, on a aussi d'autres exigences qui sont les exigences normatives sur les instructions que fournit le fabricant en ce qui concerne son dispositif, notamment le fabricant d'endoscope ici, sur le nettoyage. Donc, il y a un cadre réglementaire qui existe, mais qui n'est pas complet, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas aujourd'hui quel niveau d'efficacité exigé de ces dispositifs. Est-ce qu'on doit dire qu'ils doivent être aussi efficaces qu'une phase de lavage d'un laveur désinfecteur d'endoscope, ou au contraire, ils doivent contribuer à atteindre le niveau d'efficacité requis pendant le LDE? Tout ça reste assez flou. Et puis, une des questions derrière, qui est quand même assez importante, c'est peut-on réellement se passer de l'écouvillonnage? Vous avez quand même, vous vous souvenez, il y a une dizaine d'années où on avait des laveurs qui avaient été mis sur le marché avec ce qu'on appelait le brushless claim, c'est-à-dire la capacité de pouvoir nettoyer les endoscopes sans écouvillonnage. Ce positionnement a été un peu abandonné suite aux problèmes qu'on a observés sur les duodénoscopes, où là, évidemment, on s'est rendu compte que la seule façon de bien nettoyer, c'était de brosser. Mais on est aussi convaincu, et comme bon nombre d'experts, que sur certains endoscopes assez simples, tels que les gastroscopes ou certains coloscopes, l'écouvillonnage pourrait ne pas être si important que ça si on utilise des machines comme celle-ci qui possèdent des efficacités importantes en termes d'élimination des souillures. Donc, un certain nombre de questions qui restent encore ouvertes et qui seront peut-être, je dirais, qui feront probablement l'objet de précisions dans les futures recommandations nationales ou internationales. Alors, si on reprend notre petit schéma de départ, vous vous en rappelez, on a parlé donc de ces 15883-1 et 4, la 5 aussi, on a parlé des unités de pré-nettoyage. Je voudrais m'arrêter juste un peu sur la matériovigilance, qui est un outil assez intéressant pour connaître aussi les évolutions ou l'importance d'un certain nombre d'éléments dans le traitement des endoscopes. Alors, j'ai recensé les 3 déclarations de matériovigilance qu'il y a eu en France depuis 2 ans sur les laveurs désinfecteurs d'endoscope. Vous les avez toutes les 3 ici. La première concerne le Soluscope 4, c'est sur celle-ci que j'aimerais juste m'arrêter quelques minutes. La deuxième concerne le système Stéris avec un risque d'exposition chimique. Le capot de la machine s'ouvrait pendant la phase de désinfection, ce qui risquait d'exposer le personnel à une désinfection, à un contact avec les produits chimiques, donc ça a été corrigé. Et je ne m'attarderai pas non plus sur la troisième, qui concerne un problème de conception ou de certaines machines
de la série 5 qui ont été réglés. Mais juste sur la série 4, je voudrais m'arrêter quelques instants dessus parce que c'est assez fondateur, c'est assez important comme élément. En fait, ce qui a été observé, c'est, vous avez ici l'information de sécurité qui a été publiée par Soluscope. Soluscope a publié en disant, attention, on a observé que sur certains endoscopes, notamment des endoscopes Olympus longs, on avait un problème d'efficacité du cycle et qu'il fallait mettre en place soit un pré-traitement spécifique, soit passer sur un nettoyage manuel suivi d'un cycle 1 avant qu'ils aient pu modifier le cycle. Alors depuis, ils ont modifié le cycle, mais ce n'est pas sur ça que je voudrais m'arrêter, c'est surtout sur le fait que cette découverte ou cette problématique a été découverte lors des essais de qualification des performances et c'est grâce à ces essais qu'on a pu mettre en évidence cette problématique et ça renforce l'importance des essais de qualification des performances. Et vous le voyez ici, on a fait une petite analyse en fait des niveaux de conformité qu'on pouvait obtenir, ou des niveaux de non-conformité plutôt qu'on obtenait sur les différents types d'endoscopes. Vous avez en violet les coloscopes, et vous voyez les modèles concernés par cette déclaration de matériaux-vigilance. Vous les voyez ici, ils échappent en effet à la loi de distribution statistique et montrent bien qu'on avait quelque chose de particulier sur ces endoscopes. Et c'est bien ces essais de qualification des performances qui nous ont montré la problématique. Et ça renforce, encore une fois, cette l'importance de CQP. On a déjà fait l'objet, enfin CQP ont déjà fait l'objet d'un webinaire, mais je voulais vous rappeler encore une fois pourquoi c'était important. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait des essais de type, on ne teste pas sur tous les endoscopes possibles. Il y a plus de 1000 modèles d'endoscopes différents. Il est impossible de tous les tester en laboratoire. Et donc, l'Europe, ou la 15883-4, la norme 15883-4, nous dit que la seule façon de ne pas être exposé à un tel risque, c'est justement de faire des qualifications de performance pour pouvoir détecter en conditions réelles si certains endoscopes qui n'auraient pas été validés lors des essais de type posent un problème ou pas. Je passe assez rapidement parce que vous les connaissez, ces textes, mais cette notion de qualification des performances, elle est reprise dans l'instruction de 2016, elle est reprise dans les textes européens, donc il n'y a vraiment pas de raison de ne pas les faire. Voilà, ça c'était pour la partie laveur-désinfecteur. Quelques mots sur les enceintes de stockage et les enceintes de stockage individuelles qu'on appelle ESI. Alors, je vous ai mentionné ici les différents référentiels applicables sur les E7 avec la norme EN 16442, puis tous les textes, bien évidemment, français. Alors, sur la norme EN 16442, pas grand-chose à dire, si ce n'est que la France avait voulu proposer une révision, puisque ces normes sont révisées tous les 5 ans. En 2021, la France avait demandé que la norme soit révisée pour intégrer justement les ESI, ces systèmes de stockage individuels, tels que le Plasma Typhoon, et la demande de révision avait été rejetée. Le groupe de travail européen avait indiqué qu'il y avait bon nombre de sujets à traiter et qu'il n'était pas d'actualité de remettre cette norme sur le tapis de travail. Il y a une nouvelle enquête en cours en ce moment qui se terminera début juin et la France s'est de nouveau positionnée pour une révision de la norme pour y intégrer les derniers procédés de stockage tels que les systèmes de stockage individuels, ceux que je viens de vous mentionner. Donc j'espère qu'il y aura d'autres pays européens qui rejoindront cette position pour pouvoir la réviser. Alors, je vais encore une fois aller très rapidement sur l'instruction 220, le 220 pardon, de 2016. Vous connaissez ce que dit cette instruction sur les procédés de stockage. Et je vais m'arrêter un peu sur ces systèmes de stockage individuels. Je vous en ai présenté un ici, mais il en existe d'autres. Ici, c'est le système Plasma Typhoon qui permet à la fois un séchage et un stockage. Là, on est dans la même interrogation que sur les systèmes de pré-traitement avant LDE. C'est que pour l'instant, on n'a aucun texte. On ne sait pas vraiment ce qu'on doit attendre de ces systèmes, bien que l'instruction de 2020 nous ait dit qu'on doit respecter les mêmes exigences que celles qui sont demandées à une E7. Aujourd'hui, on n'a pas de texte et il serait important qu'on puisse clarifier cette situation. Parce que, comme je vous l'ai dit, en introduction de la norme européenne, la 16442 écarte tous ces procédés
Et les ESI, les systèmes de stockage individuels, ne font pas partie du cadre du domaine d'application de la 16440. Donc là encore, comme je vous l'ai dit, la FAQ nous a partiellement répondu en nous disant qu'il fallait qu'on considère les ESI comme des E7, mais ça serait plus confortable si on avait un texte qui soit directement applicable à ces systèmes. Et puis surtout, et je voudrais m'arrêter là, il y a une tendance ou à ce qu'on appelle les systèmes ready to scope. Alors, vous le savez, certains fournisseurs de ces systèmes de stockage individuel proposent, lors de prêts ou d'essais de matériel, une solution ready to scope qui consiste en fait, lorsque votre endoscope revient par exemple de maintenance, s'il est stocké dans un système de stockage individuel, pourquoi pas réutiliser l'endoscope tout de suite alors qu'aujourd'hui vous êtes bloqué, l'endoscope doit être sorti de l'emballage, contrôlé avant d'être remis en circulation. Si on imagine un système où l'endoscope, dès qu'il part de chez le fabricant, il a été contrôlé, il a été mis dans le sachet, et lorsqu'il arrive chez vous, toujours dans le sachet, que le sachet est intact, a priori, on pourrait imaginer que l'endoscope pourrait être réutilisé, ce qui nous permettrait quand même de gagner énormément de temps, de vous permettre de gagner beaucoup de temps dans la remise en fonction de ces appareils. Alors, ça fait l'objet de bon nombre, évidemment, d'échanges et de discussions. Aujourd'hui, la FAQ numéro 3 est très claire. Elle nous dit qu'aujourd'hui, en l'absence de données ou de preuves expérimentales très précises, on ne peut pas se passer de ce contrôle à réception. J'ose espérer qu'il y aura des études qui vont être mises en place, qui ont été mises en place et qui vont être publiées, parce que la foire aux questions numéro 3 était très claire sur la nature des essais à mettre en œuvre. Vous les avez ici, je ne vais pas les détailler, mais elle donnait un guide, des conduites à tenir très précises sur les études à réaliser. Donc, on est en droit d'attendre la publication prochaine d'études qui nous permettront, je l'espère, d'aller un petit peu plus loin dans l'utilisation de ces systèmes. En tout cas, il y en a déjà quelques-unes qui ont été publiées. Je vous en cite deux ici. Une sur le plasma Typhoon qui montre très clairement que ce système permet, en tout cas dans l'étude qui a été réalisée, de limiter la formation des biofilms en justement permettant un meilleur séchage. C'est l'étude de gauche. Et puis, vous avez une autre étude publiée dans Endoscopie, encore une fois, sur la capacité de la machine à réduire ou à limiter la contamination des appareils. Alors, deux études qui vont bien évidemment contribuer, mais qui n'ont pas encore l'ensemble des exigences qui ont été émises lors de la rédaction de la FAQ numéro 3. Donc, on suppose et on espère qu'il y aura d'autres études qui vont accompagner ces deux études pour qu'on puisse, comme je me répète, mais aller un petit peu plus loin avec ces systèmes ready to scope. Alors, enfin, on a parlé de laveurs désinfecteurs d'endoscope, on a parlé d'enceintes de stockage, on a parlé de systèmes ready to scope, on a parlé de systèmes de pré-nettoyage, mais il y a toujours une question qu'on se pose, qu'on soit en France, au Japon ou aux États-Unis, mais très bien, mais comment on prélève un endoscope? Parce qu'il y a autant de méthodes que de pays. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de variations dans les méthodes utilisées dans les différents pays pour prélever les endoscopes. Et les experts internationaux ont décidé de créer une norme spécifique sur les prélèvements d'endoscope, qui s'appelle la norme ISO 25224, et a confié à la France la responsabilité de mener à bien ce travail de normalisation. Vous avez l'agenda qui est mentionné en bas à droite. Cette norme doit être publiée en février 2027. Et donc, on a la responsabilité de rédiger cette norme. Alors, on avance bien, on en est là encore à la deuxième enquête CD, avant diffusion plus large, mais on a déjà un beau document avec un bon nombre de précisions, notamment sur la méthode de prélèvement, notamment sur l'ordre dans lequel il faut prélever les endoscopes, mais aussi l'ajout d'une phase d'action mécanique, et vous entendrez parler de plus en plus de la méthode flush, brush, flush, qui ajoute une petite phase d'action mécanique lors du prélèvement de l'endoscope.
avec plein de précisions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, on va laisser place à certaines questions, mais vous avez bon nombre de précisions dans cette norme, avec notamment les méthodes d'analyse aussi qui sont redéfinies, alors qui peut-être seront susceptibles d'évoluer, des nouveaux critères d'interprétation un petit peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir en France, puisque là, le niveau d'action est remonté à 100. En ce qui concerne les micro-organismes indicateurs, c'est sensiblement la même chose. Donc voilà encore des choses intéressantes à venir dans les mois prochains avec cette norme qui permettra de clarifier bon nombre de choses sur les prélèvements d'endoscope. Donc, pour conclure, si je devais retenir quelques messages clés, il est très clair aujourd'hui que la contamination résiduelle des endoscopes, ça reste un enjeu majeur. On n'a pas atteint des valeurs qui sont satisfaisantes. On ne peut pas se satisfaire de 17% d'endoscopes au niveau d'action. La révision de la 15883-4 renforce les exigences avec des essais beaucoup plus précis et qui devraient permettre de gagner un peu d'efficacité sur les laveurs. Les unités de pré-nettoyage, je vous l'ai montré, se développent. Évidemment, leur positionnement devra être clarifié, mais leurs performances sont quand même intéressantes et ça devrait être un atout assez intéressant pour l'avenir. Le stockage, avec les E7 et les ESI, là encore, on est en droit d'attendre des évolutions en ce qui concerne notamment la norme européenne, avec l'intégration, je l'espère, de ces ESI dans la future norme. La publication de la norme sur les prélèvements d'endoscope permettra d'harmoniser un peu toutes ces pratiques au niveau mondial. Et le Ready-to-Scope, là encore, des publications à venir devraient nous permettre d'avancer un peu, je l'espère, de fournir les éléments aux autorités sanitaires françaises pour se positionner, ou françaises ou européennes d'ailleurs, pour se positionner sur l'utilité de ces systèmes. Et pour finir, sur les actions à engager, j'aurais tendance à dire le plus important aujourd'hui, c'est de bien cartographier les familles d'endoscopes. C'est l'élément le plus important. Ça va tout driver dans vos pratiques, parce qu'une fois que vous avez bien reconnu vos différents groupes d'endoscopes pour essais de type, vous allez pouvoir mettre en place vos qualifications de performance, identifier quels endoscopes pourraient présenter des risques. Donc ça, c'est essentiel. Sécuriser les prérequis, ce pré-traitement au point d'usage, le nettoyage, séchage avant stockage sont les éléments qui contribuent, qu'il faut absolument maîtriser pour pour maîtriser la contamination de vos appareils. Les qualifications des performances, je vous en ai parlé avec les essais de routine, en intégrant les critères d'acceptation qui sont en adéquation avec les normes. Et puis, bien évidemment, organiser la veille de matériaux-vigilance pour identifier les problèmes et la traçabilité, en ce qui concerne les LDE, les produits chimiques, les connectiques, le stockage et les transports. Et je ne vous ai pas présenté tous les aspects, mais chacun de ces aspects sont essentiels. Et rappelez-vous, mieux nettoyer, mieux sécher, mieux prouver grâce au QP et aux routines, et mieux tracer. Tout ça sont des éléments qui vous permettront à la fin de mieux maîtriser la qualité de vos endoscopes. Merci, désolé d'avoir été un petit peu plus long que prévu, mais vous avez probablement des questions et je vais laisser la main à Fanny qui va probablement nous poser quelques questions. Merci à tous. Merci Lionel du coup pour cette présentation et on a effectivement quelques questions. Pour ceux qui n'ont pas encore posé leurs questions, n'hésitez pas surtout à le poser dans le chat. Du coup, la première question, c'est sur le premier graphique que tu as présenté, connaît-on les circonstances de prélèvement des endoscopes? Oui, on les connaît sur le graphique qui nous montre l'évolution de la contamination, puisque ce sont des chiffres qui sont issus de nos laboratoires où on utilise tous la même méthode de prélèvement. Donc oui, on connaît parfaitement et c'est des méthodes de prélèvement conformes aux réglementations ou aux recommandations actuelles. Merci Lionel. Deuxième question, doit-on vérifier que nos LDE, entre parenthèses acquis il y a un certain temps, répondent aux nouvelles versions de 2025 pour la -1 et la -5? Et si oui, le fournisseur a-t-il un certain temps pour s'y conformer? Alors, excellente question. Alors, il y a un principe de base, c'est qu'il n'y a pas d'effet rétroactif des normes. C'est-à-dire un laveur qui aurait été acquis il y a une dizaine d'années, qui répondrait aux exigences aux normes qui étaient en vigueur à l'époque, on n'a pas obligation, l'utilisateur n'a pas obligation de le mettre en conformité avec la nouvelle norme. Il
faudra simplement qu'il se pose la question, puisque la nouvelle norme va lui proposer notamment des tests de routine. Et si il ne passe pas les nouveaux tests de routine avec son ancien laveur, là, il va certainement être obligé de se poser la question du renouvellement de son automate, puisque, en fait, il aura fait la démonstration que son ancien automate ne répond plus aux exigences qui sont considérées aujourd'hui par les experts comme un minimum à atteindre. Donc, c'est une question qui devra se poser. Pour le fabricant du laveur, il y a aussi un délai de mise en application de ces normes, mais c'est surtout, je dirais, son système qualité qui doit l'alerter. C'est-à-dire que dans son processus de développement ou de production d'une machine, il doit impérativement avoir un système qui lui permet d'être alerté de la mise à jour des normes, et il doit démontrer qu'il met en œuvre tous les systèmes ou toutes les améliorations nécessaires pour que les machines qu'il va mettre sur le marché sous 18 mois ou 24 mois, ou je ne sais plus quel est le délai exact de mise en œuvre, répondront aux exigences. Quoi qu'il en soit, s'il a un audit, lorsqu'il aura un audit, c'est bien évidemment la dernière version de la norme qui sera prise en compte, et si jamais il n'est pas conforme aux dernières évolutions normative, ben, il ne pourra pas passer son audit. Il échouera à son audit. Troisième question, quelles sont les étapes préalables à la mise en LDE que les dispositifs AquaTyphoon ou Coris peuvent remplacer? Irrigation, écouvillonnage des canaux, brossage, entrée des canaux. C'est exactement ce que l'on vient de mentionner. Donc, c'est principalement l'irrigation et l'écouvillonnage des canaux. Les deux systèmes ont mis en œuvre, avec deux approches totalement différentes, mais ont développé des systèmes qui nous permettent d'atteindre des décrochements des souillures présentes dans les canaux de façon particulièrement efficace. Donc, pour répondre très précisément, il s'agit de la phase d'irrigation et d'écouvillonnage des canaux avant la mise en LD. Merci Lionel. Une autre question, le liquide à utiliser pour l'écouvillonnage des endoscopes est-il précisé dans la nouvelle norme 25224? Car aujourd'hui, des pays comme la Belgique et les Pays-Bas utilisent de l'eau stérile ou du PBS, ce qui n'est pas, je suppose, un liquide idéal. Oui, excellente question. Ça a fait l'objet de bon nombre d'interrogations. Vous l'avez identifié, il y a différentes pratiques. Des solutions riches avec un tensioactif et un neutralisant comme en France, et puis dans d'autres pays, soit du sérum phi ou de l'eau stérile même dans certains cas. Donc la norme propose à l'heure actuelle ou recommande en première intention, enfin, préconise l'utilisation d'une solution qui contient un tensioactif et un neutralisant. C'est ce qui est préférable. Mais elle laisse aussi la possibilité, notamment il y a certaines méthodes où on va faire le prélèvement avec du sérum phi, mais si tel est le cas, la norme impose à ce moment-là de mélanger votre prélèvement immédiatement après l'injection de la solution, de mélanger votre prélèvement avec une quantité égale de neutralisant 2 fois concentré. Alors, c'est un peu plus complexe, mais certains pays préfèrent ça. Quoi qu'il en soit, je vous invite à lire une des publications qu'on avait faites sur le sujet, qui montre quand même que la pratique française, c'est-à-dire d'aller prélever les endoscopes avec cette solution neutralisante et tensioactive, conduit quand même à de meilleurs résultats que les autres méthodes. Donc, restons sur nos pratiques, l'utilisation de tensioactifs, de cette fameuse solution DNP plus Thio qui nous donne de très bons résultats. Je pense qu'on va pouvoir faire une dernière question et après, là, ce sera la fin du webinaire. Quels moyens de stockage avons-nous en cas de panne de l'E7? En cas de panne de l'E7, alors on peut revenir sur nos procédés de stockage classiques, hein, puisque les E7 sont apparus sur le marché il y a quelques années, mais avant on n'avait rien, on avait souvent que des tiroirs avec des champs stériles ou des armoires qui ne sont pas des E7, des armoires simples, c'est-à-dire des endoscopes qui sont stockés verticalement sans circulation d'air dans les canaux. Donc, on peut tout à fait faire ça. La problématique ici, c'est qu'il faudra être particulièrement rigoureux sur le séchage des canaux, puisque l'avantage d'une E7, lorsqu'elle est bien conçue, c'est que dès que vous allez accrocher votre E7 dans l'enceinte,
il y a une circulation d'air dans les canaux qui contribue à sécher continuellement l'intérieur des canaux. Si vous n'avez plus d'essai et que vous allez stocker votre endoscope soit horizontalement, soit verticalement, il faut absolument s'assurer qu'il n'y ait plus une goutte d'eau dans les canaux, parce que qui dit présence d'eau dit risque de prolifération bactérienne et de formation des biofilms. Donc, bien sécher vos endoscopes avant un stockage classique, mais surtout pas dans la mallette. Merci Lionel du coup pour ce webinaire et merci à toutes et toutes qui vous êtes inscrits. Vous recevrez normalement demain un mail de suivi avec le lien du webinaire et toutes les questions qui n'ont pas eu de réponse auront une réponse très prochainement. Bonne fin de journée à tous. Merci à tous, bonne journée, au revoir.